Donc je vais tout de suite donner la parole à Madame la bâtonnière Christiane Ferrat-Schul en indiquant à tout le monde qu'il faut absolument prendre connaissance de ce petit fascicule qui a été édité maintenant il y a 3 ans et qui est vraiment une très très bonne introduction. Je crois que Michel Bénichou en est aussi un lecteur assidu, assidu de ce petit fascicule paru chez Dalloz. Et d'ailleurs, tous ces petits fascicules qui paraissent dans cette collection sont toujours très très bien faits. Et donc j'invite tout le monde à lire ce petit fascicule. Christiane, absolument, le petit livre rouge. Monsieur le Président, merci pour ce coup de projecteur sur les données de protection. C'est vrai que, en fait, cet ouvrage, moi-même, je m'en sers souvent parce que vous avez tout sur le RGPD, l'essentiel en tous les cas. Merci également, Laurent, d'avoir organisé cette réunion sur un thème qui est de pleine actualité, qui nous concerne tous et toutes. Je vais y revenir dans quelques instants. Madame la bâtonnière, je voulais vous remercier également de nous accueillir à Lyon. Le barreau de Lyon a toujours été très actif, très présent. Je vous en prendrai pour exemple 2 de vos prédécesseurs qui ont été très investis au Conseil national des barreaux, puisque que ce soit Laurence Junot-Fanger ou Farid Hamel, ils sont d'ailleurs toujours en mandat au Conseil national des barreaux, et j'ai eu beaucoup de plaisir à travailler avec eux, et j'ai eu le plaisir de venir déjà à plusieurs reprises à Lyon. Alors, je ne peux pas commencer cette intervention sans évoquer 2 choses. La première, c'est que j'ai une pensée émue pour le bâtonnier Bigot du Grand Rue, pour 2 raisons. La première, c'est que ce bâtonnier est pour moi un bâtonnier qui a été très prospectif, qui a été le fondateur d'une association que j'ai eu le plaisir de présider, mais qu'il a fondée, qui est l'association pour le développement de l'informatique juridique, avec en ligne rouge de ces développements que les avocats devaient s'investir dans les technologies et que les technologies devaient être au service du droit et encadrées par le droit. Il faut vous dire que tout cela remonte à 1970, donc c'est vous dire à quel point il y avait cet aspect visionnaire, puisque avec Lucien Mel, qui était conseiller d'État, avec le professeur Catala, eh bien tous les 3 se sont complètement investis là-dessus. Mais il n'y a pas que ça, il y a la DBF, puisque c'était un Européen convaincu qui a beaucoup œuvré, et j'ai le souvenir d'être intervenu à ses côtés sur la loi informatique et liberté. Donc je ne vous dirai pas quand parce que ça remonte loin, mais ça me conduit à vous dire que moi j'ai beaucoup de plaisir à vous voir aussi nombreux aujourd'hui, que cela me fait plaisir de voir que les avocats ont investi également le DPO. Je suis très heureuse de voir Paul Hébert. Est-ce que j'ai le droit de dire que j'ai eu le privilège d'avoir Paul Hébert à nos côtés au cabinet pendant plusieurs années? Donc, il y a cet investissement, et je peux vous dire que moi, j'ai démarré parce qu'on me pose souvent la question de savoir ce qui m'a conduit au numérique. Eh bien, le numérique, c'est la loi informatique et liberté. Et pourquoi la loi informatique et liberté? Parce que j'ai passé une soirée, un dîner à côté d'un médecin passionné d'informatique qui m'a, pendant toute la soirée, parlé de la loi informatique et liberté, qui m'a posé des tas de questions auxquelles je ne savais pas répondre, et qui, en fait, c'était les débuts de la carte vitale, c'est vous dire que ça remonte loin, et que toutes les questions étaient les données sensibles. Est-ce que le patient est propriétaire de ces données? Est-ce qu'il a le droit de les remettre à à la sage-femme, l'infirmier, enfin qui peut accéder? Donc ces questions, là aussi, nous avions un médecin visionnaire, et comme je ne comprends bien que ce que j'écris, j'avais pris note des questions
Donc, j'ai répondu à ces questions par écrit et il m'a invité à venir en parler avec une association qu'il avait créée qui s'appelait l'Association médicale d'informatique individuelle, qui a d'ailleurs été très active auprès de la CNIL à ses débuts. Et il y avait d'ailleurs, je crois, un représentant de la CNIL qui siégeait là. Et donc, moi, j'ai rencontré une soixantaine de médecins passionnés qui avaient tous bidouillé des bases de données dont je pense que la CNIL aurait beaucoup à redire aujourd'hui. Mais à l'époque, voilà, il y avait cette dynamique et ça a été le point de départ puisqu'ils m'ont permis finalement d'identifier des questions. Et j'ai été quand même un ovni pendant un certain temps sur le sujet. Donc, je suis ravie que vous soyez aussi nombreux aujourd'hui et je salue également tous nos confrères qui sont présents en ligne puisque suivant la mode d'aujourd'hui, nous sommes en séance hybride. Ce qui n'est pas une très jolie formule, hein, il faudra trouver autre chose. Donc vous m'avez demandé, Laurent, d'évoquer le RGPD dans les cabinets d'avocats. Parce que s'il y a des avocats qui s'intéressent aux technologies, s'il y a des avocats qui pratiquent le droit des données personnelles, eh bien, il faut faire un constat, c'est que nous n'avons pas toujours conscience des enjeux des données personnelles dans nos propres cabinets. Donc, il était temps de le faire. Et pour cela, je vais essayer de vous dresser un panorama. J'ai évidemment centré sur ce qui me semble être les points d'attention les plus essentiels. Alors, 5 ans après l'entrée en vigueur du RGPD, je pense que nous pouvons tirer déjà 4 constats. Le premier, c'est que plus que jamais, chacun de nous, mais chaque personne, chaque citoyen, doit maîtriser ses données. Et cela va avoir un certain nombre de conséquences. Le deuxième, c'est qu'il faut veiller à la sécurité des données traitées. Monsieur le bâtonnier, tout à l'heure, vous avez évoqué un cabinet lyonnais. Il faut savoir que beaucoup de cabinets subissent des attaques et qu'il n'est pas rare que je sois appelée par des confrères qui m'expliquent que voilà, ils ont voulu accéder à leur dossier et qu'ils ont reçu un message leur disant qu'il fallait payer. Alors les sommes peuvent varier. À New York, ça atteint 42 millions. Les sommes sont beaucoup moindres ici, mais c'est une réalité de terrain. Nous ne sommes pas à l'abri et il faut surtout évacuer de votre esprit l'idée qu'on n'est pas une cible. Chaque avocat est une cible, ne serait-ce que parce qu'il peut y avoir des personnes malveillantes ou des personnes négligentes. Voilà. Donc, ce constat étant fait, il faut absolument veiller à la sécurité des données. Ce qui me conduit, en rebondissant sur un échange que j'ai eu avec Paul juste avant cette séance, qu'il me paraît réducteur, je pèse mes mots en disant ça, de n'aborder ce droit qu'au regard du droit du droit des données personnelles. Il me semble véritablement important d'y associer le droit des contrats, le droit également, le droit des libertés. Il va y avoir plein de droits périphériques. J'ai évoqué le droit des contrats, mais il y a un volet pénal. Enfin, il y a énormément de sujets qui vont avec les données personnelles. Et pour moi, c'est un sujet que j'intègre généralement dans la cybersécurité. C'est-à-dire que ce n'est pas une branche des données personnelles, c'est l'inverse. Vous êtes dans le domaine de la cybersécurité. C'est vous dire l'importance de ce thème. Le troisième, c'est que vous avez, en tant qu'avocat, responsable d'un cabinet, eh bien, la responsabilité de rendre compte
de ce que vous êtes en conformité. En fait, le RGPD a fait quelque chose de très important. Il a changé une logique qui était notre logique en droit français. La loi informatique et liberté fonctionnait en mode déclaratif. Vous deviez déclarer ou vous aviez besoin d'une autorisation, mais on va dire de manière générale, il fallait montrer patte blanche en disant voilà, je déclare, et puis c'était un peu le passeport, on pouvait avancer. Et puis maintenant, vous n'avez plus à faire ces formalités déclaratives qui, il faut dire, étaient tout à fait fastidieuses et ennuyeuses, mais en revanche, si à un moment donné, la CNIL vous demande de justifier que vous êtes en conformité, ben vous avez l'obligation d'avoir mis en place au sein de votre cabinet un certain nombre de mesures. Donc, c'est ce qu'on appelle la compliance, et vous devez être compliant, en conformité, hein, mais je ne sais pas pourquoi compliant résonne mieux. Et le troisième, c'est que vous pouvez penser que vous n'êtes pas concerné, et c'est faux. Vous êtes concerné par le transfert des données hors Union européenne dès que vous adressez des éléments à quelqu'un qui se situe en dehors de l'Union européenne. Et pour faire simple, si vous choisissez un hébergeur marocain, indien, indirectement, ou ailleurs, vous êtes concerné par le transfert des données hors Union européenne. Alors, reprenons le premier point. Le premier point, c'est l'un des fondamentaux, et c'est peut-être un des points sur lesquels je serai un petit peu plus longue que les autres, parce que je sais qu'il y a des ateliers et des interventions après sur les autres thèmes. Mais la maîtrise de ces données nous concerne en tant que citoyens, nous concerne en tant qu'avocats et nous concerne donc en tant que personne physique. L'idée, c'est quoi? C'est que et c'était l'un des principaux objectifs du RGPD, c'est de redonner à l'individu la pleine maîtrise de ces données. Et ce principe, vous le retrouvez tout de suite dès le considérant 7 du RGPD. Les personnes physiques doivent avoir le contrôle des données à caractère personnel les concernant. Alors, ça concerne encore une fois tout le monde au sein de votre structure. Ça va concerner vos associés, vos collaborateurs, vos stagiaires, vos salariés, les prestataires qui rentrent et qui sortent de chez vous. Ça va concerner absolument chaque personne prise individuellement. Et là-dessus, eh bien, vous allez être tenu de donner une information compréhensible, accessible là-dessus. Vous allez avoir... Alors, il y a plusieurs étapes. Vous avez donc à donner cette information. Vous avez également l'obligation, si elle vous le demande, de donner accès à ces informations. Vous avez, dans certains cas, pour simplifier, c'est la newsletter en général, besoin du consentement du destinataire, mais je vais le mettre en moins important. Vous avez également, en tant que personne physique, le droit de vous opposer à l'utilisation des données, donc à respecter cette obligation. Mais ici, je sais que ça va être traité un petit peu plus tard, donc je ne vais pas en parler. Et le droit à l'oubli, c'est le droit de faire supprimer certaines informations. C'est ça, globalement, le principe. Alors, reprenons sur l'information compréhensible et accessible. Alors, vous avez toute une série de textes autour de ça. Je ne vais pas les rappeler. La loi informatique elle-même renvoie au RGPD pour cette obligation d'information. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'en tant qu'avocat, vous devez veiller à informer les personnes dont vous traitez les données et à ce que cette information soit concise, qu'elle soit toujours aisément accessible, qu'elle soit facile à comprendre et qu'elle soit formulée en termes clairs et simples. Voici les principes. Là-dessus, pour illustrer, alors je n'ai pas d'exemple de
condamnation qui a été prononcée dans le cadre de cabinets d'avocats. Je pense qu'on ne s'est pas penché là-dessus. Mais en revanche, il me paraissait quand même intéressant de souligner qu'il y a eu cette sanction qui a été prononcée à l'encontre d'un grand distributeur et qui s'élève quand même à 3 millions, ce qui me paraît quand même une somme importante. Et c'était précisément là-dessus. C'est-à-dire qu'on a considéré que l'information n'était pas suffisamment accessible, qu'elle était éparse, qu'on avait plein d'informations à différents endroits, qu'on ne comprenait pas bien l'information. Donc celui qui cherchait à accéder à l'information, eh bien, pataugeait là-dedans, et que l'information était incomplète. C'est vous dire simplement que oui, c'est un point important. Alors, comment on fait dans les cabinets d'avocats? Comme on n'est jamais aussi bien servi que par soi-même, je vous donne l'extrait de notre site. En fait, cette information, elle peut être communiquée de 3 manières différentes. Soit vous la faites apparaître sur votre site Internet. C'est le choix que nous avons fait. Donc, vous précisez donc les personnes concernées, les finalités, vous donnez ces informations. Vous avez la possibilité de faire apparaître ça dans la convention d'honoraires et vous avez la possibilité également de faire un courriel si vous le souhaitez, mais vous avez l'obligation d'expliquer quelle est la politique de protection de vos données en choisissant l'une des 3 options. N'hésitez pas à consulter notre site. Vous aurez accès à cette politique de confidentialité. Pour vous donner l'esprit, en tous les cas, des informations que vous devez fournir, en général, c'est identifier le responsable du traitement, c'est pourquoi vous collectez. En général, c'est pour le suivi des dossiers, de vos dossiers. Qui va être destinataire? Est-ce qu'il y a des flux transfrontières? Dans quelles conditions on peut retirer son consentement? Donc, vous avez toute une liste de précisions à donner. Et c'est dans ce contexte-là donc, que vous devez formuler l'information. Alors, vous allez me poser une question très pertinente qui est, mais qu'est-ce qu'on fait avec les données qu'on collecte et qui nous viennent de notre adversaire? Parce que votre adversaire, supposez que vous ayez un dossier qui touche à la santé, vous pouvez avoir des éléments qui touchent directement à des données sensibles que lui ne vous a pas données. D'ailleurs, il aurait préféré que vous ne les ayez pas, mais vous les avez. Et là, eh bien, les choses sont bien faites. Le RGPD a bien prévu une exception au titre du secret professionnel. Donc, lorsque les données n'ont pas été collectées auprès de la personne concernés, et vous en avez beaucoup, l'obligation d'information ne s'applique pas lorsque et dans la mesure où les données doivent rester confidentielles en vertu d'une obligation de secret professionnel. Voilà, donc le point, il est évacué. Voilà sur l'information ce que je vous invite à retenir. On passe au droit d'accès. Alors, on est toujours dans la recherche de la maîtrise des données par l'individu. Sur ce point, la règle est simple. La personne concernée a le droit d'obtenir du responsable du traitement la confirmation que les données la concernant sont ou ne sont pas traitées, et lorsqu'elles le sont, l'accès aux dites données ainsi que les informations suivantes doivent lui être communiquées. Alors, vous avez 2 exceptions. La première, c'est lorsque les demandes sont manifestement infondées ou excessives. Infondées parce que, par exemple, vous n'avez pas les données. On vous demande des données, mais vous avez des farfelus parfois qui se manifestent. Ou alors excessives, vous avez une demande tous les jours qui vous parvient et vous établissez que vous avez 50 demandes en une semaine. Et puis, la deuxième exception, il ne faut pas que ce droit d'obtenir une copie ait comme contrepartie de porter atteinte aux droits et libertés d'autrui. Ça, c'est une logique qu'on retrouve
tout le temps, c'est l'équilibre des textes. Dans une démocratie, c'est ma liberté ne doit pas porter atteinte à la liberté des autres. Elle s'arrête là où commencent les autres. Et donc, on est dans cette logique. Et par exemple, vous allez retrouver le secret des affaires, la propriété intellectuelle, le droit à la vie privée, le secret des correspondances et évidemment le secret professionnel. Donc, sur ce terrain-là, vous avez des choses qui sont plutôt bien construites. Alors, vous avez un cas de figure qui commence à revenir assez souvent. C'est celui d'un ancien collaborateur qui va demander à accéder à sa messagerie. Donc, c'est évidemment possible qu'il ait accès à ces données, mais en revanche, il n'y a pas de raison de donner accès à tout, puisque vous êtes responsable également de la préservation des données du client. Donc, la meilleure protection ici consiste pour le cabinet à prévoir dans le contrat de collaboration, dès le départ, que bien le collaborateur est invité à utiliser sa messagerie personnelle pour ses dossiers personnels. Et je pense que tout le monde a intérêt à ce que le problème soit bien réglé en amont, de manière à ce qu'il n'y ait pas cette difficulté qui peut être rencontrée lorsqu'il y a une confusion qui est faite dans l'utilisation de la messagerie. Et d'ailleurs, en principe, pour sa clientèle personnelle, il n'a pas à utiliser la messagerie du cabinet. Donc ça, c'est un point qu'il faut avoir en tête. Ce point est d'autant plus important que vous avez une décision de la CJUE du 12 janvier 2023, donc vous voyez qui est très récente, qui est venue préciser qu'en cas d'exercice du droit d'accès, les responsables de traitement doivent communiquer l'identité précise des destinataires des données de la personne concernée, sauf, et il y a toujours les exceptions qui permettent de cadrer les choses. Alors, j'ai évoqué tout à l'heure le consentement. Le consentement, je ne veux surtout pas en faire une usine à gaz parce qu'on imagine bien que ça peut assez facilement le devenir. Vous savez que le principe de la collecte et le traitement n'est licite que si et dans la mesure où on remplit l'une des conditions énoncées par le RGPD. Et dans le RGPD, vous avez 6 ou 7 bases légales. Par exemple, vous avez besoin de collecter des données et de les traiter en exécution d'un contrat, par exemple. Ou à raison de... Qu'est-ce qu'il peut y avoir d'autre ? C'est nécessaire aux fins des intérêts légitimes. Ou parce qu'il faut respecter une obligation légale. Par exemple, lorsque vous traitez des données pour de la comptabilité dans le cadre d'obligations fiscales. Là, le cas qui nous intéresse, c'est le cas du consentement. Le cas du consentement n'est pas systématique, mais quand il est requis, il faut savoir que, il faut qu'il soit libre, donc par définition, il ne faut pas qu'il soit contraint. 2, il faut qu'il soit spécifique, c'est-à-dire qu'on donne un consentement pour un traitement donné et pas, il n'est jamais d'application généralisée. Troisièmement, il faut qu'il soit éclairé, c'est-à-dire que la personne doit être informée des caractéristiques du traitement sur lequel son consentement est requis. Et c'est là que vous faites le lien avec la politique de protection des données que vous avez mise en place. Et enfin, il est univoque, ce qui veut dire qu'il faut éviter les cases précochées. Alors, dans quel cas est-ce que vous pouvez être concerné par le consentement ? Je vous l'ai dit tout à l'heure d'entrée de jeu, c'est en général la newsletter, mais pas dans tous les cas. La veille juridique que vous adressez à vos clients n'est concernée que dans un seul cas. C'est lorsque vous envoyez votre veille juridique à des personnes qui ne sont pas vos clients et avec lesquelles vous n'avez pas de lien professionnel. Mais dans tous les cas, s'il vous plaît, prévoyez un lien de désinscription. Un mot sur les cookies, parce que ça aussi, c'est
c'est un sujet sensible et qui plaît beaucoup à la CNIL. Vous avez une abondante jurisprudence à la CNIL. Alors, on va essayer de faire simple. Il faut un consentement pour les cookies. Je vous ai dit, vous avez la newsletter et les cookies. Dans quel cas vous avez des cookies? Vous les avez sur votre site Internet. Et vous avez à distinguer les cookies qui ne sont pas nécessaires des cookies qui sont obligatoires. Par exemple, dans quel cas les cookies sont obligatoires? Ce sont... vous avez des cookies qui sont systématiquement utilisés. Ce sont les cookies qui sont nécessaires au fonctionnement du site. Ce sont les cookies qui informent l'utilisateur de l'ensemble des finalités. Vous avez des cas où les cookies sont... vous les avez forcément. Donc, on va distinguer le consentement obligatoire du consentement qui n'est pas systématiquement nécessaire. Donc, vous n'avez pas besoin de consentement pour tout ce qui est tous ces cookies de sécurité, pour les cookies nécessaires au fonctionnement, parce qu'ils sont inhérents au fonctionnement du site. Mais dès que vous utilisez les cookies pour collecter des informations, par exemple pour recueillir automatiquement les adresses mail pour pouvoir ensuite envoyer une veille juridique, alors il vous faut le consentement de la personne sous les réserves que j'ai indiquées tout à l'heure, qu'il ne s'agisse pas d'un professionnel habituel ou d'un de vos clients. Donc, pour résumer, j'ai envie de vous dire que la bonne pratique va consister à ne pas prévoir de cookies avant le consentement, enfin de bien gérer cette partie-là, de préciser clairement les finalités des cookies qui existent, de vous assurer qu'il n'y a pas de poursuite de la navigation si la personne a dit non, et de bien prévoir des boutons d'acceptation et de refus. Voilà, en résumé, ce qu'on peut dire sur les cookies. Je vais passer au point 2, qui est veiller à la sécurité des données. Alors, j'en ai déjà parlé. Cette sécurité s'impose d'autant plus à nous que nous sommes dépositaires du secret professionnel. Et que la situation qui a déjà été décrite par Paul Hébert est préoccupante. Vous l'avez ici en quelques chiffres. Vous avez eu plus de 5000 notifications de violations à la CNIL en 2021, avec une augmentation, j'ai noté que le nombre de cyberattaques a été multiplié par 8 entre 2021 et 2022. Vous avez également le fait que c'est une des thématiques prioritaires de la CNIL. Donc, quand elle s'intéresse à un sujet, donc vous avez déjà les cookies, vous avez la cybersécurité. Du coup, ça devient un sujet sous les spots et vous avez intérêt à être au carré sur le sujet. Et il faut savoir que la moitié des sanctions prononcées par la CNIL, qui sont nombreuses, la moitié, je dis bien, sont liées à une mauvaise sécurité des données. En clair, le message qu'envoie la CNIL, c'est « vous devez bien fermer la porte » et vous assurer que toutes les précautions sont prises. On a ces réflexes quand on est chez soi. On ne part pas en laissant la porte ouverte. On utilise une serrure d'un certain niveau pour protéger sa porte. On va penser mettre dans le coffre-fort certains éléments. C'est la même logique qu'on doit appliquer dans l'univers numérique. Les motifs alors d'atteinte, c'est intéressant de le rappeler, il y a les motifs d'espionnage à l'initiative de concurrents. Vous noterez que lorsqu'on a des dossiers sensibles, eh bien, on fait l'objet d'attaques. Il faut savoir que voilà, ça existe. Il peut y avoir de la vengeance. Ça peut aller jusqu'à des anciens salariés, des partenaires, des prestataires mécontents. Vous avez tout cela. Mais
80%, c'est de la négligence ou de l'imprudence. C'est un dispositif de protection trop léger, c'est l'utilisation sans encadrement d'objets connectés en lien avec les serveurs, c'est le recours à des Wi-Fi publics non sécurisés, c'est un manque de sensibilisation. C'est ça la nature des problèmes que l'on rencontre. Je vous ai donné cet exemple tout à l'heure. Le cabinet new-yorkais qui a refusé de payer 42 millions de dollars, à mon avis, ne les avait pas. Mais le résultat concret, c'est que toutes les données ont été rendues publiques, et notamment de clients célèbres. Je pense à Lady Gaga. Mais le préjudice économique est irréparable. Irréparable. Donc, il faut avoir conscience de ça. Et je reviens au principe de base qui est que nous sommes dépositaires du secret professionnel. Nous sommes dépositaires et moi je dis toujours, mais pourquoi les avocats sont si attachés au secret professionnel et à côté de ça vont utiliser des adresses Gmail sans se poser de questions, ne vont pas s'occuper de l'enveloppe numérique. En gros, c'est comme si vous vous baladiez avec un secret professionnel en disant, voilà, j'ai un secret professionnel, on est prêt à aller dans la rue, à manifester, à se rouler par terre pour le secret professionnel, et on fait n'importe quoi, on ne fait rien pour le protéger, ce secret professionnel. Donc, c'est cette prise de conscience qu'il nous faut avoir. Alors, le principe de sécurité est énoncé par le RGPD. Les données doivent être traitées de façon à garantir une sécurité appropriée des données. Donc, qu'est-ce qu'on va nous demander? On va nous dire que ça va être apprécié comment? Comment est-ce qu'on va déterminer, comment vous allez déterminer le bon niveau de sécurité? Le premier, c'est au regard de l'état des connaissances. C'est ce qu'on appelle the state of the art. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, en substance, c'est l'équivalent des mesures raisonnables, des mesures connues, des méthodes en vigueur sur le marché. C'est la mesure de sécurité qui paraît la plus performante pour atteindre l'objectif des obligations. J'ai envie de faire un parallèle ici. C'est un peu l'appréciation que va avoir l'assureur lorsque vous lui dites « j'ai eu un problème ». Il va vous dire comment vous êtes parti, vous n'avez pas fermé vos volets, vous n'avez... Bon. Qu'est-ce qu'on est censé faire? C'est subjectif, c'est un curseur qui bouge, mais c'est l'équivalent de l'état de l'art. Le deuxième élément, c'est le contexte et les finalités du traitement. On va prendre en compte la sensibilité des traitements. Donc, inutile de vous dire là que vous êtes tout de suite dans des données sensibles. Vous avez le casier judiciaire, vous êtes encore une fois dépositaire du secret professionnel, donc vous êtes directement concerné. Pour vous donner une illustration, vos données intéressent un hacker, ne serait-ce que parce que s'il y a un accident, par exemple, vous vous occupez d'un accident de la circulation, c'est vous dire, ça peut paraître lambda, vous avez le permis de conduire. Le permis de conduire intéresse, parce que le permis de conduire, il peut être revendu dans le dark web. Donc, vous intéressez. Le troisième, c'est le risque de destruction des données. Vous avez tous suivi l'incendie au VH. Si vous n'avez pas de backup, de protection, la destruction des données, si jamais, pour une raison ou une autre, vous avez l'obligation de restituer des données, il y a une difficulté. Et ici, l'exemple le plus parlant, c'est l'affaire des Panama Papers. Ce cabinet est le cabinet d'avocats est l'exemple même de ce qu'il ne fallait pas faire, puisque de 1977 à 2015, le cabinet a subi une fuite de 2,6 téraoctets de données provoquées par un lanceur d'alerte anonyme. C'est-à-dire, pour vous donner une image, c'est l'équivalent de 2600 camions qui se suivent de documents.
qui ont fuité du cabinet. Et en 2018, donc je vous disais, c'est de 1977 à 2015, et en 2018, le cabinet fait l'objet à nouveau d'une fuite massive de données avec 1,2 million de données. Bon, inutile de vous dire que le cabinet a fermé la porte et que n'a pas survécu à cette situation. Moi, je trouve remarquable déjà qu'ils aient tenu jusqu'en 2018, mais voilà, c'est vous dire. Alors, quelques exemples de mesures de sécurité à prévoir. Bon, vérifier l'accès à vos locaux. Je pense que c'est bien de vérifier les accès par les badges, notamment, vérifier les changements de code régulièrement, vérifier la sécurité du système d'information sur lesquels sont stockés les dossiers sous format numérique, donc avoir des mots de passe robustes, des habilitations, des pare-feux, gérer les habilitations et sensibiliser les utilisateurs. Votre hôtesse d'accueil n'a pas besoin d'avoir accès aux mêmes informations que votre comptable. La hiérarchisation est importante. Un stagiaire qui vient un mois n'a pas besoin d'avoir accès à tous les dossiers du cabinet. Je vous rappelle l'histoire de cette stagiaire dans un ministère. On s'était rendu compte du téléchargement qui équivalait à un camion entier de données sensibles. Bon, donc ça existe. Il faut authentifier les utilisateurs, donc mettre en place une politique de mots de passe, et je vous renvoie à la politique proposée par la CNIL qui a formulé beaucoup de recommandations là-dessus. Sensibiliser les utilisateurs. Moi, je sais qu'au cabinet, on reçoit beaucoup de messages qui peuvent donner l'impression d'arriver de confrères qu'on connaît, mais il peut y avoir quelque chose de suspect. Donc, il faut être vigilant parce que, tiens, pourquoi est-ce qu'il m'écrit maintenant ? On n'a pas de dossier en cours ou il y a juste un fichier attaché. Il faut créer les réflexes là-dessus. Sauvegarder et prévoir la continuité d'activité, donc avec les sauvegardes régulières. Donc voilà, vous avez à la fois donc des mesures organisationnelles et des mesures techniques à avoir présentes à l'esprit. Je vous ai dit que, troisième point, je suis bavarde, c'est ça ? Troisième point, il faut pouvoir rendre compte de la conformité. C'est ce fameux principe d'accountability, puisque le responsable du traitement est responsable du respect des grands principes du RGPD et doit être en mesure de pouvoir le démontrer. Donc, pour cela, vous avez plusieurs solutions qui sont cumulatives. La première, c'est de désigner un DPO en interne. Nous, dans notre structure, on a une collaboratrice qui est DPO et qui est en charge de cela, qui est le chef d'orchestre de la conformité. Vous devez avoir un registre des traitements. Il s'agit de réunir dans un même fichier l'ensemble des différents traitements, c'est-à-dire le traitement de gestion des clients, la comptabilité, les ressources humaines, etc., de manière à pouvoir sortir le registre et dire voilà la liste des traitements qu'on a. Et pour cela, vous avez ici encore la CNIL qui vous donne des modèles de référence, donc ce n'est pas compliqué. Ensuite, le contrat de sous-traitance. Alors, le contrat de sous-traitance, vous avez forcément des sous-traitants, notamment l'hébergeur. C'est important parce que vous avez des obligations, j'y reviendrai un petit peu plus tard, mais ces obligations sont importantes parce que le sous-traitant est responsable, mais vous restez responsable de ce qu'il ne fait pas. Donc, vous avez l'obligation de vérifier les garanties. Vous avez également, s'il y a un incident, un registre des violations de données. Alors, par exemple, justement, réception d'un email sensible au mauvais destinataire. Là, il faut... Alors, j'ai envie de dire théoriquement, parce que je ne suis pas sûre que ce soit très pratico-pratique à mettre en place, mais l'idée est quand même de rassembler les éléments qui peuvent être utiles. Et puis,
une analyse d'impact si vous avez des traitements particulièrement sensibles. Par exemple, si vous êtes avocat d'enfants, les enfants, c'est une catégorie sensible qui conduit à dire attention, vous faites une collecte de données d'une sensibilité particulière. Mais là aussi, je pense que c'est peut-être surdimensionné, mais voilà, ça fait partie des mesures à prendre. Alors, j'évoquais le prestataire informatique. Vous avez des obligations, c'est que vous assurez que le prestataire présente bien des garanties de conformité. Et pour cela, il faut conclure un contrat. Je voulais juste attirer votre attention sur le fait qu'il y a eu une décision qui a été rendue par la Cour d'appel de Grenoble le 12 janvier 2023. Donc, le 12 janvier, il s'est passé quelque chose parce qu'il y a eu beaucoup de décisions données personnelles. Bon, alors qu'est-ce qui s'est passé dans cette affaire ? Le client n'était pas du tout content de son prestataire de service qui ne lui donnait pas les garanties attendues. Le client a fait constater par commissaire de justice que le site Internet collectait et traitait des données personnelles des utilisateurs de manière illicite. En effet, le site installait des cookies sans information et sans recueillir le consentement préalable des internautes. Donc le responsable de traitement, il a fait quoi ? Il a constaté que c'était illicite, mais il ne voulait pas être responsable de cette situation, alors que c'était bien son propre site. Donc, c'est dans ce contexte qu'il a saisi une juridiction, enfin la juridiction, et que le juge a qualifié d'élément essentiel du site la connaissance de la collecte des cookies. Enfin, il y a eu on a admis que c'était un élément essentiel, et donc il y a eu une nullité du contrat. Bon, tout ça pour vous dire que sur ce terrain-là, il faut que vous soyez vigilants. Et dernier point, pour aller vite, connaître et encadrer ces transferts de données vers des pays tiers. Je vous l'ai dit, vous êtes concernés. Et vous devez être vigilant et il vous faut recenser les transferts de données qui peuvent vous concerner. Généralement, et pour ne pas être redondante avec l'intervention qu'il va y avoir un petit peu plus tard, c'est surtout la localisation de l'hébergeur que vous avez qui est important. Et vous avez des solutions. Évidemment, puisque pour encadrer les transferts de données, le mieux, c'est de choisir un pays qui bénéficie de ce qu'on appelle une décision d'adéquation, c'est-à-dire que le pays est considéré par la Commission européenne comme donnant des garanties au niveau de la protection des données. Donc, vous en avez un certain nombre. Si vraiment vous ne voulez pas être dans ce type de pays, alors vous avez ce qu'on appelle les clauses contractuelles type de la Commission européenne, avec toute une série de formules de garanties appropriées qui peuvent être utilisées. Ou alors, il va falloir, mais c'est assez rare, démontrer que vous rentrez dans un cas de dérogation particulière. Alors, oui, si vous avez... il vous faut donc connaître et encadrer les transferts de données. Pour faire simple là-dessus, si vous rencontrez une difficulté, si vous constatez que vous n'êtes pas en règle et que vous voulez poursuivre le transfert hors Union européenne, il va falloir régulariser rapidement en définissant des garanties supplémentaires et notamment des mesures techniques ou organisationnelles ou mettre fin au transfert. Il n'y a pas le choix. Pour conclure, je voulais vous proposer 10 points clés pour rappel. Le premier, donc, c'est qu'il vous faut un registre RGPD à documenter et à le tenir à jour. Prévoir donc, ce qu'on a une politique de confidentialité sur le site du cabinet. Encore une fois, vous pouvez le faire par mail ou dans la
convention avec vos clients, mais le plus simple, en général, c'est le site, si vous en avez un. Intégrer des clauses d'information dans la convention d'honoraires qui renvoient à votre politique de confidentialité. Prévoir un lien de désinscription pour votre veille juridique. Bien configurer votre bandeau cookies pour recueillir valablement le consentement de ceux qui se promènent sur votre site. Adopter des mesures de sécurité physique et technique, et là-dessus, donc, répertorier de l'entrée dans le cabinet jusqu'à l'accès au serveur, comment cela fonctionne. Et pour vous faciliter les choses, pensez toujours à votre domicile, ça vous permet de hiérarchiser. Sensibiliser en permanence tout le monde au cabinet aux cyberattaques. Parlez-en, partagez les expériences et les vécus. On est 100% concernés parce que nous avons tous reçu au moins un SMS de phishing. Vérifier que les contrats avec les prestataires informatiques comportent bien la clause de sous-traitance et qu'ils respectent les garanties. Identifier les éventuels transferts de données et encadrer les transferts de données. Voici le mode opératoire. Merci pour votre attention et pardon, j'ai été plus longue que prévu. Merci beaucoup, Christiane. On va avoir du travail en rentrant dans nos cabinets pour vérifier tout ça. Moi, j'ai juste une question. Si l'on est l'objet d'une demande de rançon, que faut-il faire ? Alors, vous avez trois étapes immédiates. La première, c'est déjà de faire des copies déjà d'écran pour avoir une trace, déconnecter le serveur de manière à ce que la contamination ne se propage pas. Contacter, alors ça peut être fait soit directement, soit avec l'aide de votre prestataire informatique. Si vous en avez un, il vaut mieux, mais vous avez besoin des éléments de preuve en tous les cas. Ensuite, vous avez apporté plainte et vous rentrez dans le processus. Donc, moi, je déconseille de payer la rançon. Il y a des approches différentes, mais vous avez en tous les cas l'obligation de porter plainte. Si vous avez une assurance, activez l'assurance qui vous demandera de justifier de la plainte de toute façon. Et à partir de là, eh bien, les choses, vous avez à mettre en place une gestion de crise avec à la fois, selon la taille de votre cabinet, bien le responsable en général, enfin ceux qui s'occupent des finances, de l'informatique, du pilotage du cabinet, et il va falloir gérer la situation. Juste pour compléter, Oui. Une fois que l'incendie est à peu près éteint, il y a aussi l'aspect notification à la CNIL, parce qu'un rançongiciel, c'est effectivement aussi une faille. Et puis, pour leur faire un petit peu de pub, parce que je trouve que c'est très bien fait, il y a un GIP qui s'appelle donc cybermalveillance.gouv.fr. La CNIL est d'ailleurs partenaire de ce GIP. Et donc, ils ont toute une série de contenus plutôt adressés à des PME, entreprises qui sont très bien faits, genre les 10 points clés pour réagir face à un rançongiciel. Donc, Oui. J'étais d'ailleurs à leur assemblée générale hier sur ces questions-là. Et on peut également rajouter que pour que justement ça ne se réitère pas, parce que parfois on remet ça et on reçoit et tout est à nouveau bloqué, il faut dans l'équipe de gestion de crise qui va avoir notification de faille, enfin qui va avoir tout ce qui vient d'être dit à mettre en place, s'assurer que ça ne puisse pas se reproduire, c'est-à-dire véritablement mettre en place les dispositifs. Il ne s'agit pas de remettre en état, il s'agit de remettre en état plus en version consolidée.